Tostig Godwinson était un noble anglo-saxon, comte de Northumbrie et le frère du roi Harold Godwinson. Dans les sagas des rois nordiques, il est rappelé comme un homme intelligent et un guerrier redoutable. De plus, dans la biographie anonyme du roi Édouard le Confesseur, Tostig est décrit comme fort, courageux, beau, gracieux et généreux. Les deux descriptions de lui dans les sources nordiques et anglo-saxonnes le présentent comme un grand homme et un guerrier. De nombreux historiens considèrent l'exil de Tostig d'Angleterre comme l'étincelle qui a déclenché deux des invasions les plus déterminantes de l'histoire britannique. L'assaut nordique de Harald Hardrada et la conquête légendaire de Guillaume, le duc de Normandie. Ces événements allaient culminer avec la chute de l'Angleterre anglo-saxonne et déclencher une série de batailles brutales et sanglantes. Voici son histoire. Tostig était le troisième fils de Godwin, le comte de Wessex, un homme dont l'ascension au pouvoir fut tout simplement fulgurante sous le règne de Knut le Grand, roi d'Angleterre, du Danemark et de Norvège. Bien que destiné à la grandeur, la légende de cette famille est née dans l'ombre. Le grand-père de Tostig, Wulfnothsild, un Tan du Sussex, avait été accusé de trahison par le roi Ethelred l'un des six, jetant une longue ombre sur le nom de la famille Godwin. Godwin, le père de Tostig, s'est donc élevé à partir d'une position de disgrâce, sa jeunesse marquée par le poids du soupçon et de l'exil politique. Pourtant, la fortune de Godwin changea radicalement. Il servit loyalement le roi Edmond Côte de Fer pendant la lutte acharnée pour le trône d'Angleterre contre Cnut. Lorsque la paix fut finalement conclue entre les deux monarques et qu'Edmond mourut peu après, Cnut, reconnaissant la loyauté et la prouesse martiale de Godwin, l'éleva au rang de comte de Wessex. À partir de ce moment, Godwin devint l'un des hommes les plus influents d'Angleterre. Il renforça encore sa stature politique en épousant Gitta Thorkeldodir, une noble danoise de lignée illustre. Gitta était la fille de Thorgil Sprachleg, un chef danois qui, selon certains historiens, était le fils du légendaire guerrier viking Styrbjörn le Fort, le prince de Suède. Styrbjörn aurait été le fils du roi Olaf Björnsson de Suède, faisant de Tostig un descendant direct et arrière-arrière-petit-fils de la royauté suédoise. Du côté de son père, Tostig pouvait également posséder du sang royal anglais. Certaines reconstitutions de son ascendance suggèrent que le comte Godwin descendait du roi Ethelred Ier du Wessex, le frère aîné d'Alfred le Grand. Pendant la période tumultueuse des invasions vikings et de la menace représentée par la grande armée païenne et les fils de Ragnar Lodbrok, la mort prématurée d'Ethelred Ier des suites de blessures de guerre entraîna le transfert de la couronne à Alfred, car les propres fils d'Ethelred étaient trop jeunes pour régner. Si ces deux lignées, la danoise et l'anglaise, sont avérées, alors Tostig Godwinson pourrait, à juste titre, revendiquer du sang royal des deux côtés de sa famille, descendant de rois à la fois des royaumes saxons et scandinaves. Tostig est né en 1029 pendant le règne de Knut le Grand, à une époque où l'Angleterre était un royaume anglo-scandinave, un domaine façonné à la fois par les traditions danoises et saxonnes. En tant que fils de Godwin, le comte de Wessex, Tostig aurait bénéficié de l'une des meilleures éducations possibles dans une telle société, élevé dans un monde qui valorisait la force, la loyauté et l'art de gouverner. Dès son plus jeune âge, il aurait été formé aux arts de la guerre et du gouvernement, préparé à une vie de pouvoir et de responsabilité. En l'an 1035, alors que Tostig était encore un jeune enfant, le roi Knut mourut et la couronne d'Angleterre passa à son fils Harold Pied de Lièvre. Harold régna pendant 5 ans avant sa propre mort, en 1040. Le trône passa alors à son demi-frère Harthacnut, qui régna brièvement pendant 2 ans avant de connaître une fin prématurée, empoisonné lors d'un banquet de mariage en 1042. Les années formatrices de Tostig se sont déroulées sous l'ombre des rois vikings d'Angleterre, une époque de pouvoir changeant et de paix fragile. À la mort de Harthacnut, il fut remplacé par Édouard le Confesseur, qui rendit la couronne d'Angleterre à ses racines anglo-saxonnes.
À l'âge de 13 ans, Tostig avait déjà été témoin de la mort de 3 rois anglais et du couronnement d'un 4e. Le père de Tostig, Godwin, assura soigneusement l'influence de sa famille à la cour en s'alliant avec le nouveau roi, Édouard le Confesseur. Il arrangea le mariage de sa fille Édith avec le roi, faisant d'Édouard le beau-frère de Tostig. Pendant ce temps, les fils de Godwin gagnaient en importance. Sweyn l'aîné reçut un comté couvrant le Somerset, le Gloucestershire et le Hertfordshire. Harold reçut l'Est Anglie et Godwin lui-même conserva le contrôle du Wessex, avec seulement la Mercie et la Northumbrie hors de leur portée. Les Godwin dominaient désormais une grande partie de l'Angleterre, mais des tensions apparurent rapidement. Édouard, élevé en exil en Normandie pendant la domination viking, commença à introduire des coutumes normandes et des courtisans normands dans le gouvernement anglais. En tant qu'étranger à moitié normand, avec peu d'expérience dans la politique anglaise, ses efforts se heurtèrent au pouvoir bien établi des Godwin, préparant ainsi le terrain pour le conflit. La crise éclata en l'an 1051. Godwin leva une armée, tandis que les comtes de Mercie et de Northumbrie se rallièrent à leur roi. Aucun camp ne voulait attaquer le premier, et l'impasse se termina par une réunion du Witten, où la faction de Godwin, en infériorité numérique, fut contrainte à l'exil. Godwin, sa femme et ses fils, Sweyn, Tostig et Gert, s'enfuirent en Flandre. Harold et Leofwin partirent en Irlande et la reine Édith fut envoyée dans un couvent. À une date inconnue avant septembre de l'an 1051, Tostig épousa Judith de Flandre, la fille de Baudouin IV. L'exil du clan Godwin fut de courte durée. En l'an 1052, Godwin et ses fils revinrent avec des flottes et des mercenaires. Godwin rallia le soutien de ses anciens vassaux dans le Sussex et le Kent, puis mit le cap sur Londres. Le roi, incapable de résister à la formidable armée, fut contraint de leur rendre leurs titres et leurs terres. Édith, la reine, retourna à la cour et beaucoup des favoris normands d'Édouard furent expulsés. La restauration de Godwin au pouvoir fut si totale qu'Édouard ne le défia plus jamais. Pourtant, ce triomphe fut de courte durée. En l'an 1053, alors qu'il célébrait Pâques à Winchester avec le roi et ses fils, Godwin s'effondra soudainement et mourut. Le comté de Wessex passerait au frère de Tostig, Harold, car Sweyn était mort à cette époque lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Au cours des années suivantes, un comté après l'autre devint vacant et fut attribué aux différents frères cadets de Harold Godwinson. D'abord, Siward, le comte de Northumbrie, mourut en 1055 et fut remplacé par Tostig. Puis, en 1057, le comte de Mercie mourut et fut remplacé par son fils Elfgar, libérant ainsi le comté d'Est-Anglie. Une version réduite de ce comté fut attribuée à Gert, tandis que les comtés d'Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey et Kent furent réunis pour former un nouveau comté pour Leofwin. Ainsi, la famille Godwin contrôlait toute l'Angleterre à l'exception de la Mercie, sous le règne d'Édouard le Confesseur, qui, à ce stade, se contentait en grande partie de laisser le pouvoir effectif à ses comtes. Lorsque Tostig prit ses nouvelles fonctions, il était probablement encore dans la vingtaine et les défis qui l'attendaient étaient immenses. La Northumbrie était une terre sauvage et instable, ravagée par les querelles, marquée par l'anarchie et très éloignée de son Wessex natal. Ces puissants seigneurs ont sans doute mal accepté la nomination d'un noble du Sud pour les gouverner, mais les origines danoises de Tostig, sa mère étant d'ascendance danoise, ont pu lui donner une certaine compréhension de la culture unique de la région, où les traditions anglo-saxonnes, danoises et nordiques se mêlaient. L'une des menaces les plus pressantes auxquelles il a dû faire face était la défense de la Northumbrie contre les incursions de Malcolm Canmore, roi des Écossais. Malcolm a commencé par une série de raids violents au-delà de la frontière, mais Tostig, privilégiant la diplomatie au conflit, a réussi à négocier la paix. Cela a abouti à un serment de fraternité entre les deux hommes, symbolisant un lien de respect mutuel et d'alliance. Rassuré par cette paix, Tostig se sentait de plus en plus libre de quitter son comté,
parfois pour assister à la cour royale, d'autres fois pour superviser ses domaines personnels. Il rejoignit même son frère Harold lors d'une campagne militaire contre le pays de Galles, démontrant ainsi à la fois son ambition et son implication croissante dans les affaires du royaume. Llywelyn ap Gruffydd fut le seul roi gallois à unifier tout le pays de Galles, régnant de l'an 1055 à 1063. Il parvint à un accord avec Édouard le Confesseur, mais la mort de son allié Elfgar, le comte de Mercie, en 1062 laissa lui et les Gallois vulnérables. Fin 1062, Harold Godwinson lança une campagne audacieuse au cœur du pays de Galles. Llywelyn ap Gruffydd fut presque capturé, mais il fut averti à temps pour s'échapper en mer sur ses navires, bien que ses autres navires ont été détruits. Au printemps de l'année 1063, le frère de Harold, Tostig, mena une armée dans le nord du pays de Galles, tandis que Harold dirigea la flotte d'abord vers le sud du pays de Galles, puis vers le nord, pour rejoindre l'armée de son frère. Le roi gallois fut contraint de se réfugier dans le Snowdonia, où il trouva la mort, mais il fut trahi par ses hommes, et sa tête fut envoyée à Harold. Après sa mort, le pays de Galles fut de nouveau divisé en royaumes séparés, Tostig jouant un rôle déterminant dans la soumission du pays de Galles. En l'an 1050, en 1061, Tostig participa à l'importante ambassade anglaise à Rome, une délégation envoyée par le roi Édouard le Confesseur auprès du pape Nicolas II pour traiter diverses affaires concernant l'Église. Accompagnant les évêques lors de cette mission sacrée, Tostig assura leur protection avec sa suite de Huscarls, des guerriers d'élite d'origine danoise et nordique qui servaient de garde personnelle. Ces combattants aguerris, connus pour leur discipline et leur bravoure, étaient considérés comme parmi les meilleurs soldats de toute l'Europe. À Pâques, le pape Nicolas II convoqua un synode à Rome, auquel assistèrent à la fois Tostig et l'archevêque Hildred. Telle était la stature de Tostig qu'il aurait reçu une place à côté du pape lui-même, un honneur rare qui soulignait son importance. La mission s'est conclue avec succès et la délégation est rentrée en Angleterre après avoir accompli presque tous ses objectifs. Pendant les fréquentes absences de Tostig, la Northumbrie était habilement gouvernée par son adjoint Cosby, un magnate local respecté. Pourtant, malgré la gestion compétente de Cosby, le mécontentement commença à couver parmi les Northumbriens. Une source centrale de tension était l'imposition d'un tribut par Tostig, largement considéré par les Tans locaux comme à la fois excessif et injuste. Cela pouvait être une tentative calculée d'augmenter les impôts historiquement bas de la région à des niveaux plus cohérents avec ceux des autres comtés d'Angleterre, ou peut-être un moyen de couvrir les propres dépenses de Tostig, en particulier celles engagées lors de ses campagnes au pays de Galles. Comme il était d'usage, un tiers de ces prélèvements restait dans les coffres du comte plutôt que dans ceux du roi. La position de Tostig subit d'autres coups. La chronique anglo-saxonne l'accuse d'avoir volé Dieu. Ceci est difficile à interpréter, surtout compte tenu de sa réputation de piété et de générosité envers l'Église. Son administration de la justice dans cette province notoirement indisciplinée a également provoqué des frictions. Tostig essayait de rétablir l'ordre en utilisant des méthodes sévères, telles que des exécutions, des mutilations et la confiscation des biens des voleurs. Beaucoup considérèrent cela non pas comme de la justice, mais comme de la cruauté. Certains l'accusaient même de tirer profit de ces punitions, suggérant qu'il en retirait un avantage personnel. Dans ses efforts pour freiner la tradition profondément enracinée des vendettas en Northumbrie, Tostig aurait peut-être tenté d'imposer les codes juridiques du Wessex, mais ces réformes venues du sud n'ont fait qu'accentuer l'aliénation de la noblesse locale. Les relations entre Tostig et les Tans mécontents atteignirent un point de rupture vers l'an 1063 ou 1064 lorsque deux nobles, Gamel fils d'Orm et Ulf fils de Dolphin, furent assassinés alors qu'ils étaient sous son hospitalité et sa protection. Un troisième, Gospatric fils d'Uhtred, fut également tué à Noël l'année suivante. Ces assassinats détruisirent tout espoir restant de réconciliation. Tostig s'était retrouvé impliqué dans les mêmes vendettas qu'il cherchait à mettre fin.
et de nombreuses grandes familles de Northumbrie souhaitaient désormais ouvertement sa mort. La rancœur qui couvait depuis longtemps éclata le 3 octobre de l'an 1065, alors que Tostig chassait dans le sud avec son beau-frère, le roi Édouard le Confesseur. Une troupe de 200 hommes entra dans York, soutenue par les citoyens de la ville. Ils ont pris d'assaut la résidence de Tostig, tué 2 de ses housecarls et pris le contrôle. Le lendemain, environ 200 de ses partisans furent massacrés. Son trésor encore rempli d'argent et d'or collecté par ses prévôts fut pillé. Tous les Tans d'York se sont révoltés. Ces Tans, second après les Aldermen dans la hiérarchie, étaient désormais unis contre leur comte. Les rebelles déclarèrent Tostig hors la loi et proclamèrent Morcar, le frère d'Edwin, le comte de Mercie, comme nouveau comte de Northumbrie. Bien que des candidats locaux comme Waltheof, fils de l'ancien comte Siward, fussent disponibles, le choix de Morcar était stratégique. Cela assurait la clémence et le soutien. Si Harold Godwinson, le puissant frère de Tostig et comte de Wessex, tentait de le rétablir par la force, Morcar et Edwin, jeune fils du défunt Elfgar de Mercie, étaient depuis longtemps des rivaux de Tostig. Leur ascension semblait maintenant être l'aboutissement de plusieurs années d'hostilité politique. Alors que la rébellion prenait de l'ampleur, les Northumbriens marchèrent vers le sud, ralliant le soutien des comtés environnants. Ceux soupçonnés de loyauté envers Tostig étaient traqués et tués, que ce soit à York, à Lincoln ou dans les villages, les champs et les voies navigables de la campagne. Au moment où les rebelles atteignirent Northampton, ils avaient été rejoints par le comte Edwin lui-même, à la tête d'une importante force mercienne, renforcée par des contingents gallois, qui n'étaient pas des amis des Godwinson. La Northumbrie, une partie de la Mercie et les forces galloises alliées étaient désormais en rébellion ouverte. Le roi Édouard, le Confesseur, répondit à la révolte en convoquant ses conseillers à Oxford, où il commença à préparer une marche vers le nord pour affronter les rebelles. Harold, le comte de Wessex, qui était désormais le conseiller le plus digne de confiance du roi, fut envoyé pour négocier avec les habitants du nord. Les rebelles restèrent défiants, exhortant Harold à persuader le roi d'accepter leur choix de Morcar comme nouveau comte de Northumbrie. Pendant qu'Harold voyageait vers le sud pour informer le roi, les rebelles déchaînèrent la destruction sur la région entourant Northampton. Beaucoup furent tués, d'autres faits prisonniers, et des villages entiers furent laissés en ruine, leurs granges et maisons consumées par le feu. Dans un effort pour rétablir la paix, le roi envoya des messagers vers le nord, proposant de traiter toute plainte légitime à condition que les rebelles cessent leur dévastation, mais les Northumbriens refusèrent de céder et lancèrent un ultimatum sévère. Tostig doit d'abord être déposé et envoyé en exil. Ce n'est qu'alors qu'il déposerait les armes. Furieux, le roi Édouard convoqua le Fjord, son armée nationale, mais aucune armée ne vint. L'hiver exceptionnellement rigoureux a été avancé comme excuse au retard, mais la vérité était claire. Peu de gens étaient prêts à plonger le royaume dans une guerre civile. Lorsque même ses nobles les plus loyaux refusèrent d'obéir à sa convocation, et lorsque Harold lui-même exhorta le roi à retirer son soutien à Tostig, Édouard reconnut l'amère vérité. Il n'avait pas d'autre choix que de céder. Tostig fut convoqué devant le Witten, le conseil du roi, et on lui ordonna d'abandonner sa position de comte de Northumbrie, mais il refusa. Son refus ne laissa aucune alternative au conseil. Tostig fut déclaré hors la loi. Lors du conseil royal, Tostig accusa ouvertement son frère de conspirer avec les rebelles et de l'avoir trahi. Que ce soit par fierté blessée, colère ou par l'amère sensation d'abandon, Tostig croyait que Harold s'était retourné contre lui au moment où il avait le plus besoin de lui. Bien que Harold ait juré qu'il n'avait pas participé à la rébellion, Tostig resta défiant. Autrefois, frères d'armes, ayant grandi côte à côte et combattu ensemble lors des campagnes galloises, Tostig et Harold étaient désormais divisés par la politique, l'ambition et la méfiance. Ce qui avait autrefois été un lien de loyauté était désormais une inimitié amère. Telle fut la tristesse du roi Édouard
face au bannissement de son beau-frère Tostig et au refus de ses sujets d'obéir à sa volonté royale, qu'il serait tombé dans une profonde détresse. Cette angoisse, ajoutée à son âge avancé, entraîna une dégradation de sa santé. À la mort d'Édouard, le trône reviendrait à son successeur désigné, Harold Godwinson. Le frère de Tostig, Harold, fut couronné roi d'Angleterre, malgré la présence de 3 autres prétendants rivaux. Le premier était Edgar Ætheling, le dernier héritier mâle de la lignée royale d'Alfred le Grand. Edgar n'avait que 14 ans et manquait à la fois de force militaire et d'alliés politiques, ce qui rendait sa revendication plus symbolique que sérieuse. Le deuxième était Guillaume, le duc de Normandie. Guillaume affirmait qu'Édouard lui avait promis le trône des années auparavant et que Harold lui-même avait prêté un serment solennel pour soutenir cette revendication. La lignée de Guillaume consolidait sa position. Sa tante, Emma de Normandie, avait autrefois été reine d'Angleterre, mère à la fois d'Édouard le Confesseur et de Harthacnut. Le troisième prétendant était Harald Hardrada, le redoutable roi de Norvège. Il fondait sa revendication sur un accord conclu des années plus tôt entre son prédécesseur Magnus le Bon et Harthacnut, le prédécesseur d'Édouard sur le trône d'Angleterre. Les 2 souverains avaient prêté serment mutuel que celui qui mourrait en premier, l'autre hériterait de tout leur royaume. À la mort de Harthacnut, Magnus avait effectivement revendiqué le Danemark, mais Édouard avait rapidement été couronné en Angleterre. Magnus est même allé jusqu'à envoyer une lettre à Édouard le menaçant d'une invasion. Une invasion qui ne s'est jamais matérialisée. Néanmoins, Hardrada croyait que l'Angleterre avait été usurpée à Magnus, et qu'avec la mort d'Édouard, la couronne anglaise lui revenait de droit. Le Witan, le Conseil des nobles et des anciens d'Angleterre, a examiné les revendications concurrentes. Mais finalement, c'est la déclaration d'Édouard sur son lit de mort qui les a convaincus. Le roi mourant avait confié la protection du royaume à Harold Godwinson, qui était non seulement le comte le plus puissant d'Angleterre, mais aussi un commandant militaire chevronné et l'homme le mieux équipé pour défendre le royaume. Ainsi, avec le vote du Witan, Harold fut couronné roi, ouvrant la voie à l'une des années les plus tumultueuses de l'histoire anglaise. Il ne fait guère de doute qu'en apprenant l'ascension de son frère Harold sur le trône d'Angleterre, la fureur de Tostig s'accrut. Dévoré par la colère et le ressentiment, il chercha refuge auprès de son beau-frère, Baudouin V, le comte de Flandre. Baudouin accueillit Tostig, sa famille et sa maison à sa cour, le nommant son adjoint et lui accordant à la fois les revenus du port et le soutien des chevaliers flamands. En Flandre, Tostig rassembla rapidement une force considérable de mercenaires attirés par des promesses de butin et de pouvoir. Les détails des déplacements de Tostig au cours des mois suivants restent quelque peu obscurs, mais des rapports suggèrent qu'il parcourut les cours d'Europe cherchant du soutien pour son retour au pouvoir. On pense qu'il a rendu visite à Guillaume, le duc de Normandie, et à Sweyn Estridsson, le roi du Danemark, les exhortant tous deux à se joindre à lui pour lancer une invasion de l'Angleterre afin de reprendre son comté perdu de Northumbrie. Mais pour Guillaume comme pour Sweyn, le moment n'était pas encore opportun. Sans se décourager, Tostig obtint une flotte de Baudouin et mit les voiles vers l'Angleterre. Il débarqua sur l'île de Wight en mai de l'an 1066, rassemblant des provisions et prélevant un tribut. Ses troupes pillèrent la côte sud jusqu'à Sandwich, mais leur avancée fut stoppée lorsque le roi Harold mobilisa rapidement des forces terrestres et navales pour repousser l'incursion. Tostig se tourna alors vers le nord. Il tenta sans succès de rallier à sa cause son jeune frère Gert. Encore une fois contrarié, il lança de nouveaux raids dans le Norfolk et le Lincolnshire, mais cette fois la résistance fut rapide et décisive. Les comtes du Nord, Edwin et Morcar, l'affrontèrent lors d'une bataille et lui infligèrent une défaite écrasante. Alors que ses forces s'effondraient et que ses hommes l'abandonnaient, Tostig fut contraint de fuir. Cherchant un nouveau refuge, il se rendit à la cour du roi Malcolm, III d'Écosse. C'est là, dans le royaume écossais, que Tostig passa l'été 1066 à attendre,
observer et se préparer pour une ultime tentative de reprendre ce qu'il avait perdu. Tostig se rendit ensuite en Norvège, où il demanda audience au roi Harald Hardrada. Selon les sagas nordiques, Tostig raconta en détail tout ce qui s'était passé depuis son exil d'Angleterre et supplia Harald de l'aider à reprendre son comté perdu. Au début, le roi était hésitant. « Les Norvégiens ont peu d'appétit pour la guerre en Angleterre, dit-il, et ils ne souhaitent pas non plus être gouvernés par des seigneurs anglais. De plus, les gens disent qu'on ne peut pas faire confiance aux Anglais. » Tostig répondit par une question directe. « Est-il vrai, d'après ce que j'ai entendu en Angleterre, que ton parent, le roi Magnus, a autrefois envoyé des envoyés au roi Édouard, revendiquant un droit à la couronne d'Angleterre ainsi qu'au Danemark, grâce à un accord conclu avec Harthacnut ?»« Si cela était vrai, répondit Harold, alors pourquoi n'a-t-il pas revendiqué le trône d'Angleterre ?» À cela, Tostig répondit vivement. « Pourquoi alors ne détiens-tu pas le Danemark comme le fit autrefois le roi Magnus ?» Le roi répliqua. Les Danois ont peu de choses dont se vanter face à nous, les Norvégiens. Nous avons réduit en cendres bon nombre de leurs villes, y compris des terres appartenant à tes proches. Mais Tostig insista, si tu ne veux pas le dire, alors je le dirai. Magnus a conquis le Danemark parce que ses nobles se sont rangés à ses côtés. Tu as échoué à le prendre parce que le peuple s'est opposé à toi. Et Magnus n'a pas poursuivi l'Angleterre parce que les Anglais soutenaient fermement Édouard comme leur roi. Mais maintenant, la situation a changé. Ne vas-tu pas t'emparer de l'Angleterre? Je peux ouvrir la voie. Avec mon aide, beaucoup des grands nobles te soutiendront. Tout ce qui me sépare d'être l'égal de mon frère Harold, c'est le titre de roi. Et dans tout le Nord, personne ne nie ta grandeur au combat. Tu t'es battu pendant 15 ans pour conquérir le Danemark et maintenant tu hésites à prendre l'Angleterre qui s'offre à toi. Harold écouta attentivement les paroles de Tostig. Beaucoup de ce qu'il disait sonnait juste, et l'idée d'ajouter l'Angleterre à ses possessions éveilla l'ambition du roi. Les deux hommes parlèrent souvent et longuement jusqu'à ce que Harold se décide enfin à agir. Il lancerait une invasion cet été-là avec Tostig à ses côtés. Harold envoya un message à travers toute la Norvège, convoquant la moitié des hommes de combat du royaume aux armes. À mesure que la nouvelle se répandait, les spéculations enflèrent. Certains se souvenaient des conquêtes légendaires de Harold et pensaient qu'il pourrait effectivement réussir. Certains avertissaient que l'Angleterre n'était pas si facile à conquérir. Elle était fortement fortifiée, sa population nombreuse. Ainsi, la scène était prête. Les vents de la guerre se levèrent à nouveau et l'Angleterre allait bientôt faire face à sa plus grave menace depuis de nombreuses années. Tostig était un allié précieux pour le roi Harald Hardrada, non seulement parce qu'il était le frère de Harold Godwinson, l'homme qu'il cherchait à renverser, mais aussi parce qu'il connaissait intimement le pays. Sa connaissance du terrain, des routes et des loyautés des seigneurs du Nord faisait de lui un allié indispensable. En août de l'année 1066, avec le vent dans le dos, Hardrada et Tostig traversèrent la vaste mer et débarquèrent sur la côte du Yorkshire. Ils atteignirent l'embouchure de la rivière Humber le 18 septembre et, sans perdre de temps, menèrent leurs troupes à l'intérieur des terres, vers la ville d'York. Juste 2 jours plus tard, le 20 septembre, ils furent confrontés à Fulford par les armées des comtes Edwin et Morcar. Les Anglais frappèrent les premiers, lançant une offensive audacieuse avant que l'armée norvégienne ne puisse correctement former ses lignes. Les troupes de Morcar avancèrent en force, repoussant le segment le plus faible de la ligne norvégienne dans les marais. Pendant un instant, il sembla que les anglo-saxons allaient percer, mais leur succès initial s'estompa rapidement. Les Norvégiens se ressaisirent, amenant leurs troupes les plus fortes et les plus fraîches dans la mêlée. Harold lui-même déplaça des forces du flanc droit pour renforcer le centre, tandis que d'autres furent envoyés vers la rivière. Bien que les envahisseurs fussent numériquement inférieurs, ils combattirent avec une détermination brutale, repoussant la ligne anglaise centimètre par centimètre. Les hommes d'Edwin qui défendirent la berge se retrouvèrent soudain isolés, coupés du reste de l'armée par les marécages.
Se rendant compte de leur vulnérabilité, ils se replièrent vers York, espérant se regrouper pour une dernière résistance. Mais les Norvégiens poursuivirent sans relâche. Pendant ce temps, de nouveaux renforts nordiques arrivèrent, contournant la bataille principale et ouvrant un troisième front dévastateur contre les Anglo-Saxons. En infériorité numérique, débordés et épuisés, les défenseurs furent écrasés. Edwin et Morcar échappèrent de justesse à la mort, mais la puissance de la Mercie et de la Northumbrie avait été brisée. À Fulford, le cœur du nord de l'Angleterre fut déchiré par l'épée de Hardrada. Tostig combattit lors de la bataille avec une fureur, poussé par la vengeance contre les Northumbriens et les Merciens qui s'étaient rebellés et lui avaient appris son comté. Pour lui, la bataille n'était pas seulement politique, elle était profondément personnelle. Suite à la victoire norvégienne, la ville d'York se rendit. Les conditions furent clémentes, peut-être à l'instigation de Tostig, car il ne souhaitait sans doute pas voir son ancienne capitale être pillée. Les habitants ouvrirent leurs portes sous la promesse qu'aucun mal ne leur serait fait. Des otages furent amenés en garantie de la paix, et une fois la ville soumise, l'armée norvégienne se retira à Stamford Bridge, sans savoir qu'une tempête bien plus grande se préparait déjà au sud. Selon la saga du roi norrois, lorsque l'armée de Harold Godwinson fonça vers le nord avec une rapidité implacable, un groupe de 20 cavaliers partit en avant pour parlementer avec Tostig. L'un d'eux s'avança et cria « Le comte Tostig est-il présent dans cette armée ?» Tostig répondit calmement « On ne peut le nier, vous le trouverez ici. » Alors le cavalier dit « Ton frère, le roi Harold, t'envoie ses salutations ainsi qu'un message. Il t'offre à nouveau tout le comté de Northumbrie, et si cela ne suffit pas à gagner ta loyauté, il est prêt à partager avec toi un tiers du royaume pour que tu le gouvernes à ses côtés en tant qu'égal. » Tostig répondit, la voix lourde d'amère réflexion, « Cela n'a rien à voir avec le mépris et l'inimitié qu'il m'a montré l'hiver dernier. Si cette offre avait été faite à ce moment-là, beaucoup d'hommes courageux seraient encore en vie aujourd'hui, et peut-être que l'Angleterre ne serait pas aussi divisée. Mais dis-moi, si j'accepte ces conditions généreuses, qu'offre Harold au roi Harald Sigurdsson, qui a voyagé si loin et risqué tant de choses? » Le cavalier répondit froidement. Il y a aussi pensé, et lui promet 7 pieds de terre anglaise, ou plus, puisqu'il est plus grand que les autres hommes, sous-entendant que Harald Hardrada et son armée seraient tués et enterrés sur le sol anglais. À ces mots, l'expression de Tostig s'assombrit, et il dit « Alors retourne et dis au roi Harold de se préparer au combat. Qu'on ne dise jamais que le comte Tostig a abandonné Harald Sigurdsson pour rejoindre ses ennemis lorsqu'il a traversé la mer pour combattre à mes côtés. Nous avons fait notre choix, conquérir l'Angleterre par l'épée ou mourir avec honneur sur son sol. » Les cavaliers firent demi-tour et rejoignirent l'armée anglaise en marche. Lorsque Tostig revint vers les lignes norvégiennes, le roi Harald Sigurdsson demanda « Qui était cet homme, celui qui parlait avec tant d'assurance et de puissance ?» Tostig répondit « C'était mon frère, le roi Harold Godwinson lui-même. » Le roi Harald plissa les yeux. « Cela m'a été caché bien trop longtemps. Il s'est approché si près de nos lignes qu'il n'aurait jamais dû revenir vivant. » Mais Tostig répondit solennellement « Il était peut-être imprudent, comme tu le dis, que 2 hommes de cette importance se rencontrent ainsi, mais il est venu offrir la paix et une couronne. Si je l'avais trahi à ce moment-là, j'aurais été son meurtrier. Je préfère mourir de sa main que d'être celui qui verse son sang si l'un de nous doit tomber. » L'arrivée soudaine de toute l'armée anglaise a pris les Norvégiens par surprise. Cependant, l'avancée anglo-saxonne fut brièvement ralentie par les 3 goulets d'étranglement du pont de Stamford lui-même. Selon la chronique anglo-saxonne ainsi que la chronique de Henry de Huntingdon, un seul guerrier norvégien, armé d'une grande hache danoise, s'est posté au centre du pont et a tenu tête à toute l'armée anglaise. Ce retard courageux permit à la majeure partie de l'armée norvégienne de se rassembler en formation traditionnelle de murs de boucliers pour faire face à l'assaut imminent.
Une fois que les troupes de Harold Godwinson eurent traversé le pont, elles formèrent rapidement leur propre ligne, verrouillèrent leurs boucliers et chargèrent. La bataille déborda rapidement au-delà du pont et fit rage à travers les champs environnants. Bien que les combats aient duré des heures, les Norvégiens étaient en net désavantage. Beaucoup avaient laissé leur armure derrière eux, ne s'attendant pas à devoir combattre si tôt après la reddition de York. Sous l'assaut implacable des Anglais, la ligne norvégienne commença à se briser. L'ancienne muraille de boucliers, autrefois impénétrable, se brisa et les Anglais forcèrent le passage, abattant les envahisseurs de l'intérieur. Le roi Harald Hardrada lui-même fut abattu d'une flèche dans la gorge et, avec sa mort, le cours de la bataille changea irrémédiablement. Selon les sagas nordiques, Tostig saisit la bannière royale du roi et poursuivit le combat, déterminé à rallier ce qui restait de l'armée. Mais avec leur roi mort et leur ligne brisée, le moral des Norvégiens vacilla. Les combats étaient devenus un véritable bain de sang et les Norvégiens commencèrent à fuir. Tostig, refusant de battre en retraite, tomba dans le chaos, tué aux côtés des hommes qui l'avaient mené à la guerre. Ainsi se termina la bataille de Stamford Bridge, une bataille qui marquerait la fin des grandes invasions vikings en Angleterre. Après sa mort à la bataille de Stamford Bridge, le corps de Tostig fut inhumé à York. Ses fils, désormais orphelins et dépossédés, s'enfuirent par-delà la mer vers la Norvège, cherchant refuge dans une terre étrangère. Sa veuve, Judith de Flandre, finit par se remarier, unissant son destin à celui du duc Welf de Bavière. À peine 19 jours après sa victoire sur Tostig et Harald Hardrada, le roi Harold Godwinson fut de nouveau appelé aux armes. Avec son armée encore fatiguée et ensanglantée par la campagne du Nord, il marcha vers le sud pour affronter Guillaume de Normandie, et là, sur les champs près de Hastings, il connut la défaite et la mort. De nombreux historiens ont qualifié l'amère querelle de Tostig avec son frère d'étincelle qui a brisé le royaume anglo-saxon. L'exil de Tostig et la perte de la Northumbrie du contrôle de la famille Godwin sont considérés comme des événements décisifs, affaiblissant sérieusement la capacité de l'Angleterre à résister à l'invasion. La colère de Tostig n'a pas seulement brisé l'unité du règne de Harold, mais a peut-être aussi incité Guillaume de Normandie à faire valoir ses droits, lui rappelant la vulnérabilité de l'Angleterre. En s'alliant avec Harold Hardrada, Tostig a contribué à déclencher la dévastatrice invasion norvégienne qui a coûté la vie à d'innombrables personnes lors de la bataille de Fulford. Bien que l'armée de Harold Godwinson ait remporté la victoire à Stamford Bridge, cela s'est fait à un prix terrible. Son armée était désormais épuisée après 2 batailles contre les Norvégiens et il fut ensuite contraint de marcher vers le sud pour affronter un nouvel ennemi. Certains soutiennent que la confrontation finale à Hastings aurait pu se terminer différemment si les Godwinson étaient restés unis, si Tostig n'avait jamais été exilé. Dans cet avenir alternatif, les Norvégiens n'auraient peut-être jamais débarqué et Guillaume de Normandie se serait peut-être retrouvé écrasé sous la pleine puissance d'un royaume anglais uni. Ainsi, l'exil de Tostig peut être vu non seulement comme une chute personnelle, mais aussi comme le catalyseur des 2 catastrophes de 1066, l'invasion norvégienne et la conquête normande. Pourtant, l'héritage de Tostig ne mourut pas avec lui, sa lignée a perduré. Ses fils, bien qu'exilés de leur patrie, ont survécu et se sont enfuis en Norvège après Stamford Bridge. Ils ont trouvé protection à la cour royale. L'un d'eux, Scully Tostison, probablement né avant le mariage de Tostig avec Judith de Flandre, s'est élevé au rang de personnalité éminente dans sa terre d'adoption. Avec le temps, ses descendants allaient façonner l'avenir de la Norvège. Scully devint l'arrière-arrière-grand-père du roi Ingd II de Norvège, fondant une lignée noble et royale qui porterait l'héritage de Tostig Godwinson bien au-delà des côtes de l'Angleterre. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez
et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.